Dans un monde où l'amour ressemble à un sketch mal répété et la paternité à un marathon de gaffes épiques, un père chutera en solo avant de se relever, porté par une mission aussi héroïque que ridiculement tragique. Sauver son fils et briser la malédiction familiale digne d'une sitcom fauchée des années 90. Ce garçon est, je dirais... Ma boule! Ce ne sont pas des bons becs, ce sont des médicaments et tu viens d'avaler une année de traitement. Je t'aime, mon papa. Je t'aime aussi, mon bonhomme. Personne ne m'aime. L'épisode démarre en fanfare avec la star de l'époque, le Ford Model T de 1908, première édition. La toute première automobile accessible au grand public, aujourd'hui une relique de musée que même votre grand-père trouverait vintage, et son heureux propriétaire n'est autre que Montgomery Burns. Il prévient solennellement qu'on ne lui arrachera cette bagnole que de ses mains glacées, et justement, on la lui embarque dans la seconde qui suit. De quel droit, me demanderez-vous ? Aucune idée, mais c'est pour une émission dans l'air du temps, une sorte de podcast filmé ultra populaire basé sur des interviews dans des voitures. Ça s'appelle Comédien en voiture qui râle, signé Jerry Seinfeld en personne, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire Seinfeld ? L'invité du jour, Krusty le clown. Et son coup de gueule ? Les facs d'aujourd'hui. Les étudiants boudent son show, mais se font encore surprendre par Jay Leno. Logique implacable. Et comme par hasard, dès qu'un humoriste sèche sur ses blagues, et bam, Carpool Karaoke débarque sans frapper. Please call 911. Homer, lui, en a absolument ras-le-bol de ces programmes soporifiques. Il zappe frénétiquement un choix immense, des dizaines de chaînes, mais rien qui accroche son cerveau de plus de 3 secondes. Lisa râle qu'on ne la laisse jamais décider, alors il lui tend la télécommande comme si c'était le Graal. Moment historique, elle n'aurait jamais imaginé ce jour. Après un rapide tour d'horizon des chaînes, elle éteint la télé, l'air blasé, même Lisa ne peut rien faire avec ça. Y a rien. Elle se tourne donc vers Marge pour une histoire du bon vieux temps. Mais en reste-t-il encore après toutes celles déjà servies ? Celle de la première dent de Maggie, de la dernière dent de grand-père et l'inoubliable épisode où Marge était persuadée d'avoir inventé la pizza à croûte farcie et y croit encore, fermement convaincue d'être le Thomas Edison du fromage fondant. On ne lui enlèvera pas ça. Petit Bart se moque en signalant qu'Homer se gave de fromage, ce qui pousse ce dernier à lui sauter dessus. Mais ses grandes mains d'homme préhistorique ne font pas le poids face à des pinces de 10 ans, alors Bart riposte en le chatouillant. Ah, les beaux souvenirs père-fils. Marge, elle, se rappelle alors une vieille histoire. Sauf qu'elle vient d'une époque un peu sombre, quand ils craignaient que Bart ne devienne un vrai petit démon. Spoiler, leur crainte n'était pas totalement infondée. Retour dans le temps, 4 ans plus tôt. Homer, encore doté d'une crinière, oui. Homer avec des cheveux prenait le temps d'apprécier lisait une histoire à Lisa pour l'endormir. Un récit tragique, celui d'un oisillon persuadé qu'une pelleteuse est sa mère. Lisa est terrorisée, logique. Homer tente donc un plan B, censément pas flippant du tout. 2 enfants perdus dans la forêt et une sorcière qui veut les croquer. Échec retentissant, 2 pour 2. C'est alors que Bart arrive, tout fier d'avoir attrapé une grenouille qui lui échappe aussitôt et atterrit en plein sur le visage de Lisa. Accrochée à son nez, la bestiole refuse catégoriquement de lâcher prise et Homer n'arrive pas à l'en déloger. En prime, il gronde Bart pour avoir effrayé sa sœur, laquelle fait encore des cauchemars de grenouilles à ce jour. Merci beaucoup. Mais le garnement, lui, s'en fiche royalement, comme d'habitude. Les voilà partis dans une dispute existentielle sur qui est le coupable d'être né. Heureusement, Homer tranche avec sa délicatesse habituelle en leur faisant bien comprendre qu'aucun des deux n'était particulièrement désiré. Voilà, c'est dit, on avance. Retour à l'histoire, Marge réfléchit. Peut être que ce qui fabrique un enfant turbulent, c'est un père parfois un peu... inconsidéré. Ce type piquait la bouffe de son fils et se nettoyait les mains dans ses cheveux, régulièrement. Grand-père, lui, apporte une précision bienvenue. Dire qu'Homer est parfois inconsidéré, c'est comme dire que Chamou est parfois une baleine. Marge continue, implacable. Homer oubliait parfois carrément l'existence de son fils, tellement qu'il le privait de biscuits. Il lui prenait même son lait et continuait à s'essuyer sur lui. Sa femme l'avertit clairement. S'ils ne créent pas un lien rapidement, ils auront de sérieux problèmes. Comme il la voit bien déterminer ce regard de Marge qui ne rigole pas, il n'a pas d'autre choix que de céder. Solution trouvée, ils ont un tableau pour exprimer leurs sentiments. Homer s'exécute et écrit fièrement « Papa aime Bart ». C'est le tour du petit. Sauf qu'Homer ne peut pas s'empêcher de lui corriger quelle main utiliser. Il insiste sur le fait que c'est plus facile de la gauche, mais le génie s'y prend comme s'il dressait un chien en l'aspergeant d'eau dès qu'il fait mal. Il l'oblige à utiliser la main droite comme tout le monde. Forcément, dans la dispute, il se balance de l'eau. Le tableau des sentiments n'aura pas duré longtemps. Voyant cette bataille perdue d'avance, Homer use de la force et lui attache le feutre à la main droite. On est arrivé au point où la seule chose à laquelle Bart pensait, c'était à quel point il était en colère contre Homer. Belle réussite paternelle. Entre-temps, Milouz débarque tout content avec une excellente nouvelle. Le docteur lui a dit qu'il n'est pas débile comme tout le monde le pense.
il avait juste besoin de lunettes. Enfin, il découvre ce qu'est le monde en haute définition. Sauf que le salopard de Nelson les lui casse direct. Pareil que ça, tu l'avais pas vu venir. Et c'est là que naît le traditionnel AA, fraîchement sorti de son emballage. Nelson se balade partout en embêtant les autres et en répétant son nouveau petit rire, visiblement très fier de son invention. En les entendant, quelque chose change définitivement dans la vie de Dolph. Il abandonne son rêve de devenir médecin pour devenir une brute. Voilà comment les vocations se perdent. Pendant ce temps, Bart commence à penser à Homer. On ne voit que de la haine sur son visage. Grand-père s'approche en lui demandant s'il prépare une vengeance ou un truc dans ce goût-là. Bart confirme, les brutes doivent apprendre une leçon. Alors grand-père lui raconte qu'il en a combattu plein dans sa vie. Dommage qu'il n'ait plus de grenades, il a utilisé la dernière hier pour réchauffer sa soupe, on ne juge pas. Pendant qu'Homer dort paisiblement, petit Bart monte un système de vengeance sophistiqué. C'était sa première vraie blague et aussi la première fois que sa sœur le dénonçait. Son premier coup de balance officiel. Depuis, Lisa s'est toujours considérée comme une gentille fille. Et c'était également la première fois que retentissait le désormais classique Lisa, tu crains! Un épisode fondateur à tous les niveaux. La dispute reprend en bleu, évidemment avec l'histoire en commentaire. Bart se comportait aussi mal qu'aujourd'hui, mais à l'époque, il ne connaissait pas encore la raison. Marge dit à son mari que Bart pourrait être une mauvaise graine, un bon à rien, un inutile. Des mots horribles dans la bouche d'une mère, mais Marge est à bout. Ils ont tout essayé de ce que le révérend leur avait recommandé pour le corriger. Prier, l'ignorer, donner de l'argent à l'église. Rien n'a fonctionné. Le petit diable continuait ses bêtises, comme mettre de la colle dans la bière d'Homer. Je suis encore surpris qu'Homer se soit d'abord préoccupé de la décoller, avant de simplement la boire, bien qu'après quelques gorgées, il ait eu sa pire idée du mois, se faire traîner par Barney. Génie. La blague suivante fut de mettre des dinosaures gonflables dans son burger, puis des petites voitures télécommandées qui descendent les escaliers. Ce même plan a mis en difficulté ambulanciers et policiers simultanément. Efficacité remarquable pour un enfant de son âge, c'est alors que Marge a décidé qu'ils avaient besoin d'aide professionnelle. Ils sont allés voir le docteur Ribert, lequel a reçu un message urgent signalant l'arrivée de la pharmacienne sexy, donc il les a redirigés sans complexe vers un autre spécialiste. Direction Léonard, le psychologue d'État. D'emblée, il trouve le comportement de Bart parfaitement normal. À son âge, c'est comme ça qu'ils sont. Il jette un œil à son dossier, mais ce dernier a tellement d'antécédents que ça prend une éternité à charger le genre de dossier qui fait planter les serveurs. Dans la vidéo qu'il consulte, il croit voir Bart attaquer son grand-père. C'est son père. Il a l'air terrible pour quelqu'un de 38 ans. Léonard se tourne vers le gamin avec sa voix de psy bienveillant. Il est très spécial et les enfants spéciaux doivent aller dans des endroits spéciaux. C'est là qu'on entend un cri venant du fond du couloir. Léonard leur demande de se détendre, ce n'est pas un de ses enfants, juste un film d'horreur qu'on leur laisse regarder en salle de détente. Parfaitement raisonnable. Marge refuse catégoriquement de laisser Bart là-bas. Mais selon Léonard, ce n'est pas de son ressort, c'est celui de l'État. Le gamin doit apprendre la différence entre le bien et le mal. Bart répond qu'il la connaît. Le bien, c'est mal. Le psy n'a plus d'autre choix que de prononcer le mot gentiment. Ce garçon est, je dirais, M-A-B-O-U-L. Avec une ordonnance d'urgence, ils peuvent l'interner dans l'institution. Il procède discrètement pour que les mômes ne prennent pas la poudre d'escampette. Marge refuse encore. Mais c'est pour le bien de Bart, il faut l'éloigner de cette terrible personne qui lui nuit. Ça passe subtilement d'un correctif à une sorte de sauvetage. Avant de partir, le toubib lui donne une récompense. Bart croit que ce sont des bonbons. C'était des médicaments. Et il a pris la dose d'une année entière d'un seul coup. Bonne chance au foie. Ce ne sont pas des bons becs, ce sont des médicaments. Et tu viens d'avaler une année de traitement. Le couple est très nerveux à l'approche des gardes. Ils doivent les convaincre qu'ils sont normaux et sympas. Ça va être difficile, Homer, surtout que lui, pour se préparer, lit tranquillement ce à quoi s'attendre quand on attend qu'ils emmènent votre fils. Il fait un cauchemar sur le centre de redressement pour enfants de Springfield, où c'est lui-même qui amène sa progéniture en suppliant car ce n'est qu'un enfant. Le chef lui explique froidement qu'il n'y a pas d'âge minimum pour la détention aux États-Unis, bien qu'en Floride ce soit à partir de 7 ans. Homer trouve bizarre de savoir tout ça dans son rêve. C'est parce qu'il dort en googlant. Priorité. Ils emmènent Bart. Mais au moins, il peut avoir des visites. À la maison, il leur manque énormément, tellement que le quasi-chauve fond en larmes devant son assiette vide. Traîne aussi dans les parages Dolph, dont le changement de vocation l'a mené derrière les barreaux. Il s'est tatoué sur le visage le nombre de fois qu'il a pleuré, mais c'était parce qu'il avait lu La toile de Charlotte. Il ne savait pas que les araignées vivaient si peu. Kearney lui saute dessus pour avoir mentionné Charlotte, alors ils doivent les discipliner, en les envoyant dans la fosse à balles. La justice est rapide ici. Homer s'infiltre dans l'établissement avec un seul but, sauver son
fils, lequel est dans un environnement glacial avec de l'électricité qui clignote à cause de l'usage frénétique qu'en font les gardiens. Il joue visiblement à des jeux vidéo en permanence. Homer, avec la force décuplée d'un père en mode mission, brise les barreaux et extrait son fils. Le problème, la clôture est électrifiée. La bonne nouvelle, c'est juste un rêve. La mauvaise, dans la vraie vie, il s'électrocute quand même. La couverture électrique n'est vraiment pas pratique. À ce moment-là, il se rappelle les moments incroyables passés avec son fils. Puis peu à peu, comment les choses se sont détériorées. Mais plus maintenant, il doit le sauver. Il le réveille en lui disant qu'il ne laissera pas la santé mentale le condamner. Il ne sait pas s'il est un mauvais garçon ou non, mais il va rouler jusqu'à découvrir ce qui cloche. Il veut lui expliquer, mais Bart l'arrête de raconter ça dans la voiture, c'est impossible, parce qu'en voiture, il préfère écouter la radio sportive. Bon. Homer raconte quand même qu'il a entrepris ce voyage pour sauver son fils. Lisa ajoute qu'il s'est sauvé lui-même, et puisqu'elle est lancée dans les compliments, elle va raconter la suite de l'histoire. Au passage, elle va aussi la recycler pour son podcast. Elle a déjà le titre en tête. Père et fils sont d'abord passés chercher des provisions essentielles, des donuts. Sauf que la police était sur leurs talons, ils voulaient juste des donuts gratuits, eux aussi. Comme on ne leur en a pas donné, Wiggum a embarqué le proprio pour qu'il apprenne à sa femme comment les préparer. Au passage, une petite boîte dans la poche, on ne sait jamais. Sur la route, Homer réalise que son fils est exactement comme lui. Alors, il lui offre ce qu'il a de plus sacré au monde, le dernier donut. Dans un acte de bonté inattendu, petit Bart lui en donne la moitié. Ce moment père-fils fait que tout en vaut la peine. Toutes les années, toutes les grenouilles sur le visage, tout. Évidemment, c'est là que la police réapparaît. Wiggum est en panique totale parce qu'il ne sait plus comment il a emballé ses donuts. Priorité chef, Homer prend la direction opposée et fonce vers un endroit caché dans la forêt, son ancienne cabane dans l'arbre. Il y allait chaque fois que ça tournait mal avec son propre père. Voilà un souvenir dans le souvenir, on est en mode poupée russe émotionnelle. Il ne l'a jamais abandonné, dit-il. Mais son fils doit lui rappeler qu'elle s'appelait Mona et que ça fait déjà 10 ans. Abraham répond avec toute la maturité qu'on lui connaît. Ne dis pas comment faire mon deuil. Même quand le chien d'Homer, Bango, essaie de lui remonter le moral, Abraham le chasse d'un coup de pied et dramatise ensuite sur le sens de sa propre existence. Personne ne m'aime. C'est pour des trucs comme ça qu'il venait dans cette cabane. Au fond, il réfléchit vraiment. Peut être que le manque de sensibilité de son père l'a conduit à être insensible avec son propre fils. Il y a un schéma. Peut être qu'il doit juste briser le cycle. Peut être que c'est le moment. Sauf que Bart lui signale qu'il y a une bière dans le coin. Homer oublie instantanément tout ce qu'il avait réfléchi. Les grandes révélations, c'est pour demain. Cette nuit, ils dormiront ici, et demain, ils partiront vers le Canada ou l'Alaska. Le Mexique de l'Alaska. Mais on ne les laisse pas passer, au moins on leur donne du sirop d'érable pour le retour. Consolation nationale. Il ne leur reste plus qu'à rester là. Ce sera eux deux contre le monde. Je t'aime, mon papa. Je t'aime aussi, mon bonhomme. Et on ne se moque pas, parce que c'est sincère. Le lendemain matin, on entend le camion des services. Les enfoirés de la psychiatrie sont arrivés, déterminés à mettre fin à l'enfance de Bart et équipés d'un petit joujou au cas où le père s'interpose. Ils crient qu'ils ont encerclé l'arbre, qu'ils balancent son fils et que personne ne sera blessé. Homer refuse. Mais ils sortent leur arme secrète, des bâtons lumineux, ce à quoi aucun enfant ne peut résister. Le petit tient bon 3 secondes, puis descend. Homer tente de le suivre, mais la branche se brise sous lui. Ici, apparemment, ils ne peuvent pas l'emmener de force. Ça doit être semi-volontaire. Alors, il lui propose une glace. Homer la prend en signalant qu'elle a des morceaux, mais en prend quand même une bouchée. Et là, soudain, ses pensées s'organisent. Il se rappelle chaque mot de passe, chaque code et même l'anniversaire de Marge. Même les agents n'en reviennent pas, ils ne pensaient pas que c'était si bon. La glace fait des miracles que 30 ans de mariage n'ont pas réussi à faire. Le plus important dont Homer s'est souvenu, c'est que son fils n'est pas un mauvais garçon. Il a confondu son indifférence, ses tentatives maladroites de l'aider à mûrir et son quasi-alcoolisme chronique avec le fait qu'il s'en fichait. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était Homer. Juste Homer. Marge arrive en furie, hurlant à tout le monde de s'arrêter. Mais le vieux est là lui aussi avec un ordre signé pour emmener le gamin. Homer supplie. Il aime son fils. L'emmener serait comme lui arracher un bras. Et pas n'importe quel bras, celui avec lequel il joue au bowling. Le plus important. Le docteur, lui, est ému aux larmes parce qu'il était en train de manger une friandise d'empathie au moment pile. Il se tourne vers Bart et lui demande ce qu'il veut vraiment. Bart écrit « Il veut son gros père ». Le docteur range ses papiers et s'en va. Mission annulée. Fais un gros bisou à papa, fiston. Ah, on dirait du papier de C'est verre. pour ça qu'il faut que t'en fasses un plus gros que ça. Apparition dans la scène pendant le générique, Marge raconte que c'était la première de nombreuses fois qu'ils ont repoussé les services sociaux. C'est là qu'ils entendent frapper à la porte. Ils éteignent les lumières, ils se cachent. Certaines traditions familiales, on ne les abandonne pas. Je ne vais tout de même pas jeter à la poubelle ces bons cookies à l'avoine. Miam. Et on termine sur la grande fresque des gauchers. Merci d'être arrivé jusqu'ici